responsable d'un établissement de santé de ce niveau-là, forcément, on passe sa vie, une grande partie de sa vie ici. Donc Denis, merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Ça me donne l'occasion de dire quelques mots des professionnels de santé de la ville de Nice. Alors évidemment, il y a la crise du coronavirus en ce moment. Très honnêtement, je suis comme beaucoup de Français, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses. On est tantôt rassuré, tantôt un peu moins rassuré, tantôt parfois inquiet, puis on redevient rassuré. On a du mal à se faire une opinion sur la réalité de la menace. On sent bien qu'il y a quelque chose de sérieux. En plus, moi, je ne veux surtout pas critiquer le gouvernement en place sur ce sujet-là, parce que c'est une crise qui est, à mon avis, difficile à gérer. On sent que les Français sont inquiets, de manière générale. Ils ont compris qu'en tout cas, pour l'économie, c'était quelque chose de très sérieux. On a vu les bourses qui s'effondraient déjà avant-hier, ensuite hier, aujourd'hui encore. Donc on voit bien que pour l'économie, c'est quelque chose de très sérieux. On voit bien que pour l'économie de Nice, ça a déjà commencé à avoir un impact fort. On l'a vu avec, par exemple, la dernière soirée du carnaval qui a été annulée. En même temps, on ne comprend pas tout parce que certains événements sont annulés et d'autres pas. Bon, donc c'est une crise qui nous plonge un peu dans l'incertitude. Et moi je dis que dans ces crises-là, ou dans ces situations-là, il faut être davantage soudé, il faut être responsable, et il faut voir comment collectivement, parce que c'est ça qui va nous sortir de cette affaire, il faut rester collectif, on arrivera à progresser. En tout cas, c'est une crise qui touche la planète tout entière et qui illustre les effets de la globalisation ou de la mondialisation que nous subissons tous. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que de mon point de vue, je pense que les Français, en tout cas moi c'est mon cas, je pense que la majorité des Français, ils font confiance aux professionnels de santé français. Parce qu'on a la chance d'avoir un système de français de soins qui a des défauts, mais qui, de mon point de vue, est quand même un des meilleurs du monde. Et on a la chance d'avoir des professionnels de santé, que ce soit des praticiens, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des personnels administratifs, qui sont des gens extrêmement dévoués, qui ont le sens du service. Et je pense qu'une fois de plus, ils sauront faire face à cette crise avec l'énergie, la compétence, le sens du devoir qui les caractérise. Donc merci, c'est l'occasion de le dire, merci aux professionnels de santé d'une manière générale. Et je pense fondamentalement que les Français vous font confiance et reconnaissent vos mérites. Alors ici, on est dans une clinique privée qui est un peu particulière parce que c'était une clinique de chirurgie ambulatoire extrêmement performante, située en cœur de ville, avec toutes les certifications qu'on peut imaginer, et qui a disparu sans que l'autorité principale de cette ville ne lève le petit doigt pour essayer de la sauver. Et ça, je trouve que ça n'est pas normal. Donc je sais que Denis Bouc a beaucoup souffert de cette situation-là parce qu'il a été dans l'incompréhension. Quand on est à un tel niveau d'excellence, quand on a des patients qui unanimement reconnaissent que l'établissement est extrêmement performant, qu'il est même au-dessus des normes minimales admises en matière de chirurgie ambulatoire, et qu'on vous oblige à fermer l'établissement, eh bien forcément, pour le docteur Bouc, mais aussi pour tous ses personnels, je l'imagine. 13 personnes licenciées. Ça a été une grande incompréhension et une grande colère. Alors, Denis Bouc, bon, il a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver cet établissement. Moi, je regrette que le maire sortant n'ait rien fait pour le sauver, mais strictement rien fait, même pas recevoir Denis Bouc pour évoquer ce sujet-là, même pas écrire un courrier à l'agence régionale de santé pour essayer d'obtenir une solution sur le sujet. Rien du tout, rien. On a ici un établissement qui donnait toute satisfaction en cœur de ville qui a disparu. Et après, on se plaint que les hôpitaux publics soient surchargés, alors qu'on fait disparaître des instances privées qui donnent entière satisfaction. Donc moi je comprends l'incompréhension qui a été la vôtre et celle de vos personnels.
Je pense que ce n'est pas normal qu'un maire laisse les choses se faire, alors que peut-être qu'il n'a pas tous les pouvoirs pour sauver la clinique, mais au moins il doit se bouger pour essayer de la sauver. Voilà. Comme vous êtes quelqu'un de très résilient, qui a envie de continuer, vous avez changé d'orientation dans cette clinique et vous êtes déjà redevenu un établissement de très haut niveau en chirurgie esthétique. Mais il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie. Parce que voilà, quand on a pris autant de coups, on a été si peu aidé, repartir, recréer quelque chose, revenir au niveau de performance optimale, tout ça, ça nécessite beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et moi, je voudrais simplement, sans être un professionnel de santé, loin de là, saluer ce qui a été fait ici. Et voilà. Mais moi, je pense que le rôle d'un maire, c'est de faire travailler sa ville, de protéger les intérêts économiques de sa ville, de toute sa ville. Voilà, sans parti pris. Le maire, il est là pour tout le monde. Il ne doit pas faire de préférence. Il doit vraiment s'intéresser à tout le monde, que ce soit des gens qui aient voté pour lui ou pas pour lui, peu importe. Après les élections, on s'en fiche. Il est vraiment le responsable de la totalité de la ville et de la totalité des quartiers de cette ville. Voilà, donc moi j'ai suivi un peu l'aventure malheureuse de la clinique à travers les réseaux sociaux, parce que c'était un des moyens d'expression que Denis Bouc a utilisé, à juste raison, pour faire connaître son point de vue et son désarroi. Voilà, mais je suis donc heureux ce soir d'être ici et puis de le dire publiquement, parce que je salue tous les internautes qui nous suivent ce soir, nous dire que voilà, je pense que c'est pas bien de la part du maire sortant de ne pas avoir tout fait pour sauver cet établissement, dont les patients, encore une fois, étaient extrêmement satisfaits. Donc bravo Denis d'avoir relevé le gant et d'être parti, parce que bien d'autres peut-être auraient abandonné après un tel manque de soutien. Voilà. Donc sur l'élection municipale, je ne vais pas être trop long parce qu'après je voudrais vous laisser poser quelques questions si vous le souhaitez. Je pense que ce qui va se jouer dimanche prochain c'est très important pour la ville de Nice. La ville de Nice, en apparence, elle va bien, il y a du soleil, on a des beaux palmiers dans les rues pas loin d'ici, donc en apparence, tout va bien. Sauf que quand on s'intéresse à la réalité de la situation, on s'aperçoit que c'est une ville extrêmement endettée, mais vraiment très endettée. On est plus endetté que les Marseillais, on est plus endetté que toutes les grandes villes de France, que toutes les métropoles de France. Et je voudrais dénoncer ici une attitude du maire sortant qui consiste à dire « Regardez la dette de Nice, elle a baissé ». Oui, c'est vrai, la dette de Nice a un tout petit peu baissé, sauf qu'il ne parle pas de la dette de la métropole, qui elle a explosé, plus 42% sur le dernier mandat, plus 42% sur le dernier mandat. Et quand vous cumulez la dette de la ville et de la métropole entre 2008, 700 millions d'euros, et aujourd'hui plus de 2 milliards, vous vous apercevez que la dette s'est envolée, elle a triplé. La dette plus la dette cachée. La dette cachée, c'est toutes les dépenses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites, parce qu'elles ne se voient pas. Et ça c'est pas bien, parce que, si vous voulez, l'argent public, il doit être respecté. Il ne vient pas de nulle part, cet argent public. Cet argent public, il vient de la poche des contribuables, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Et donc, il faut le respecter pour cela. L'argent public, il devient public parce qu'il a été prélevé dans la poche des citoyens et dans la poche des entreprises. Donc, il faut respecter cet argent. Il n'y a eu aucun investissement sur l'usine de l'Ariane, rien du tout, qui pollue pourtant beaucoup. Alors, on nous bassine avec la circulation, il faut supprimer toutes les voitures, il faut imposer à tous les Niçois de rouler en vélo, y compris quand ils habitent dans les collines, etc. Et en même temps, on ne fait rien sur une usine qui rejette de la dioxine et des métaux lourds, parce que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, et ça ne se verra pas. Voilà. Donc on ne fait rien là-dessus. On ne touche pas non plus à l'usine Aliotis qui retraite les eaux usées de la métropole. 2 tiers des eaux usées sont traitées par cette usine. On ne fait rien non plus parce que c'est 200 millions d'euros, et ça ne se verra pas. Par contre, donc, on fait des dépenses inutiles, comme par exemple aller financer le Grand Prix de Formule 1 dans le Var. Il n'y a strictement aucune retombée économique pour la ville. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. 6 millions d'euros en 3 ans pour le Grand Prix de Formule 1. Moi, j'étais d'accord pour financer le Tour de France, qui va venir chez nous en juillet. Là, c'est une dépense utile, 2 millions d'euros. Il y aura des vraies retombées économiques pour la ville de Nice.
Mais le Grand Prix, je ne comprends pas. Ensuite, je ne comprends pas qu'on veuille détruire des outils qui existent. Je pense à Acropolis, je pense au Théâtre de Nice, des outils qui ont été financés par les Niçois, qui sont opérationnels, qui sont en bon état. Alors on peut améliorer l'esthétique, on peut les rendre un peu moins minéraux, on peut améliorer l'esplanade devant le Théâtre de Nice, mais on a investi 11 millions d'euros dans le Théâtre de Nice il y a quelques années pour le raser aujourd'hui. On a investi 20 millions d'euros dans Acropolis, on a fait venir Jean-Michel Villemotte, on a une salle qui s'appelle la salle Apollon qui est magnifique, avec une acoustique exceptionnelle, comme disait Rostropovitch. C'est Rostropovitch quand même, quelqu'un qui s'y connaît un peu en acoustique et en musique. Il disait que c'était une salle formidable, et on va raser tout ça, et le maire nous dit « Ah mais ne vous inquiétez pas, on va le mettre 300 mètres plus loin. » Bon, on va mettre ça 300 mètres plus loin, et en plus il nous explique « Mais ça aurait coûté très 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 cher de rénover le Théâtre de Nice. Ça coûte beaucoup moins cher de le raser, de le transporter pour partie dans l'église des Franciscains, place Saint-François, où il n'y a que 300 places qui pourront être accueillies, et ça coûtera beaucoup plus cher de le rénover, mais il faudra aussi aller construire une salle de 1000 places au Palais des Expositions. » Donc c'est vraiment prendre les électeurs pour des idiots, parce que c'est juste impensable d'imaginer que ça coûterait moins cher de faire toutes ces opérations plutôt que de rénover le théâtre. Voilà, donc moi j'ai saisi M. Riester. Alors le coronavirus qui l'a touché, c'est pas moi. Mais il ne m'a pas répondu. Il aurait dû me répondre, il ne m'a pas répondu. J'attends toujours sa réponse. J'ai saisi le maire de Nice de ce sujet, il n'a toujours pas répondu. Il y a juste son directeur de campagne qui m'a dit parce qu'ils se sont rendus compte quand même que c'était une bêtise absolue de détruire Acropolis et le Théâtre de Nice. Ils ne sont pas idiots quand même, ils ont senti que les Niçois étaient dans l'incompréhension totale, en particulier les commerçants, les artisans, les hôteliers. Ils disent mais on a besoin de ces outils pour faire travailler le commerce, on a besoin de faire venir des touristes d'affaires au milieu de la ville. Un touriste d'affaires, ça rapporte 3 fois plus qu'un touriste normal. On a besoin de ces gens-là pour faire vivre la ville. Et là, vous allez nous priver d'un centre d'affaires, d'Acropolis en cœur de ville, et vous allez le mettre à côté de l'aéroport, et ça va coûter au moins 200 millions de faire tout ça. Et on n'aura plus d'exposition, on n'aura plus de centre d'affaires à côté du tramway en cœur de ville, alors que toutes les villes de France nous envient d'avoir ces outils-là en centre-ville. Voilà, donc tout ça et donc ils se sont aperçus que c'était idiot, donc son directeur de campagne a dit « Ah oui, mais attendez, il y a les propositions du candidat Estrosi, puis il y a le maire de Nice, Christian Estrosi. » Alors moi j'ai dit « Il faut vite qu'ils se parlent, ces deux-là, parce qu'ils ne sont pas d'accord. » Ils ne sont pas d'accord. Alors là, j'ai un internaute qui a beaucoup de sens de l'humour, qui a dit « Je sais comment arbitrer le débat, on va demander au président de la métropole de venir les mettre d'accord. » Voilà. Tout ça pour vous dire qu'ils n'ont pas préparé cette campagne électorale. Ils n'avaient pas prévu qu'on soit là. Ils avaient traité le problème de leurs opposants, ou ils avaient évacué un certain nombre de personnalités politiques, et ils se sont dit il n'y aura pas de liste de droite, donc on peut tranquillement absorber tout un tas de gens de gauche sur notre liste, ça ne posera pas de problème. Sauf que nous, avec les policiers qui m'entourent, on a dit ça ne va pas se passer comme ça. On n'a certes pas vos moyens financiers, on n'a peut-être pas l'appui que vous avez dans les médias, mais nous, on a des convictions, on a des valeurs, on pense qu'il faut intervenir pour faire cesser cette gabegie dans la ville de Nice, parce que non seulement ils dépensent beaucoup d'argent, mais ils ne s'intéressent pas à la proximité, ils ne s'intéressent pas au quartier. Et la preuve, ils ne s'intéressent pas non plus à des acteurs économiques comme la clinique ici de Mozart. C'est pour vous dire qu'il y a les grands travaux qui les intéressent. Nous, on a dit, on va au combat, on y va. Alors, évidemment, on n'était pas trop prévus, ils ont cru longtemps qu'on n'y arriverait pas, mais nous, on est des gens motivés, on est quand même un minimum organisé, et on y est arrivé, on a déposé une liste, et l'affaire est en train de prendre, notre affaire est en train de prendre. Et donc ils sont un peu désemparés, parce que là ils ont du mal à expliquer qu'ils sont à la fois en marche et pas en marche. Soit on marche, soit on est arrêté. On ne peut pas être à la fois arrêté et marcher. Voilà, donc c'est quelque chose qui est physiquement impossible. Et ben, ils sont en train de rentrer à fond dans leur contradiction, et les Niçois sont en train de s'en apercevoir, de plus en plus. On le voit dans la rue, on voit bien qu'on a un bon accueil partout, on voit bien que les gens ont compris que notre démarche était sincère, que nous, notre but, c'était pas partir à Paris chercher un Marocain ou d'aller chercher une autre fonction à Marseille comme
le maire sortant a pu le faire. Notre but à nous, avec tous les policiers qui m'entourent, c'est de gérer cette ville correctement, d'arrêter les grands travaux pour enfin s'occuper de la vie quotidienne des Niçois, des quartiers, de la voirie collinaire, la voirie, les trottoirs dans le centre-ville, la propreté, la sécurité. Ils ont fermé tous les postes de police municipale de la ville, quasiment. Et là, le maire, il a un grand projet, c'est qu'il veut tout mettre la police municipale à Saint-Roch, dans l'ancien hôpital, avec la police nationale. Bon, la police municipale, c'est par essence la police des quartiers, la police de proximité. Donc s'ils sont tous regroupés au centre-ville, sur les collines, à Fabron, partout, à Montboron, derrière le port, il n'y a pas de policiers municipaux attachés au territoire. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est injecter du bon sens dans la gestion de cette ville. C'est respecter l'argent public des Niçois. C'est être transparent sur la gestion financière. Être transparent sur l'attribution des places de crèche. La crèche, on est les derniers de la classe. Hein. On a beau avoir 2 milliards de dettes, on n'a que 15 crèches pour 100 000 habitants, quand il y en a 34 à Lyon et une trentaine à Toulouse. On est les derniers de la classe. On est déjà les derniers en termes de dettes, mais voilà, on se dit avec toutes les dettes qu'on a, on devrait être les premiers en matière de crèche. Pas du tout. Et les crèches, c'est important, parce que si on veut que les femmes puissent travailler, il faut leur offrir des capacités de crèche, de garde d'enfants qui soient raisonnables, et qui soient bien supérieures à aujourd'hui. Donc moi, je me suis dit, il faut proposer au moins 2000 places de crèche sur le mandat qui arrive, pour rattraper ce retard. On ne rattrapera pas tout en une seule fois, mais on va commencer à rattraper du retard. Voilà, donc injecter du bon sens, et puis rétablir des liens de confiance avec les habitants. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, Denis n'a même pas pu rencontrer le maire. Il est à la tête d'une clinique qui fonctionne bien, qui rend service à la population, en cœur de ville. Il a un problème, l'ARS veut fermer sa boîte, impossible de voir le maire. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est scandaleux. Il ne va pas voir le maire. C'est impossible d'imaginer qu'un acteur économique et un acteur de santé quand même important de la ville de Nice ne puisse pas avoir un entretien avec le maire. Alors moi, j'ai pris une mesure révolutionnaire dans mon programme, qui est de dire une demi-journée par semaine sera réservée, et on ne fera rien d'autre, je ne ferai rien d'autre, à recevoir les Niçois qui veulent voir leur maire. Le maire, ce n'est pas un extraterrestre, le maire, c'est juste le type qui a été élu par la population pour s'occuper de la collectivité. C'est pas un roi soleil, c'est pas... Voilà, il est connu à Nice, mais quand on circule un peu dans le monde, qui connaît le maire de Nice quand on va, ne serait-ce qu'en Autriche mais voilà, on n'est plus connu. Il faut arrêter de penser que quand on est maire de Nice, on devient célébrissime et qu'on n'a plus besoin de fréquenter la population qui vous a élu. Moi, je pense que c'est dingue de fonctionner comme ça. Le maire de Nice, il doit vivre au milieu des Niçois. Il doit n'avoir que ce mandat-là. On ne doit pas aller chercher un autre mandat quand on est maire de Nice. Moi, j'ai été premier adjoint pendant 6 ans. Je travaillais 14 heures par jour comme premier adjoint. Et j'étais que premier adjoint. Et ça ne suffisait pas pour faire tout le boulot que j'avais à faire. Donc vous imaginez, le maire, il a encore plus de travail, plus de responsabilités. Il doit être à Nice, disponible pour sa ville en permanence. Il faut monter à Paris, aller chercher des financements. Il faut monter éventuellement à Bruxelles, chercher des financements européens, évidemment. Mais c'est le seul job qu'on doit avoir. Président de la métropole et maire de Nice. On s'occupe de sa population, on défend son tissu économique, on défend ses cliniques, on rencontre tous les acteurs importants de la ville, on va dans tous les commerces, on va dans tous les restaurants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut que le maire, il aille partout dans la ville, à l'ouest, dans les collines, partout. Voilà, il faut qu'il soit en permanence dans sa ville à capter l'humeur des habitants. Parce qu'un maire, la première qualité d'un maire, c'est d'accepter la critique. Il faut que le maire soit réceptif à la critique. Parce que c'est compliqué de gérer une ville, c'est très compliqué. Et il y a des imperfections dans la vie, c'est obligé. Une ville comme Nice, il y a forcément des choses qui ne vont pas. On n'est pas dans un pays de bisounours, là. Donc il y a forcément des imperfections. Et le maire, il doit être capable d'entendre les imperfections. Parfois, les gens qui critiquent ont raison, donc il faut les entendre. Et même quand ils ont tort, il faut les entendre quand même. Après, on peut leur expliquer qu'ils sont dans l'excès, dans l'outrance, qu'ils se trompent, ou qu'ils n'ont pas forcément toutes les informations. Mais il faut discuter, il faut accepter le dialogue, il faut accepter la critique. Moi, la critique ne me dérange pas du tout. Après, j'aime bien la confrontation d'ailleurs. C'est bien d'échanger, avec des gens en face qui ont des choses à vous dire. Et en général, d'ailleurs, quand les gens, moi je l'ai vécu quand j'étais premier adjoint,
les gens ils arrivaient un peu énervés. Ils expliquaient, expliquez-moi votre problème, expliquez, dites-moi ce qui ne va pas. Ils expliquaient, puis on entamait un dialogue. Puis je disais, là peut-être vous êtes un peu dans l'excès. Ou alors vous savez qu'on ne peut pas tout faire, ça c'est la compétence de la ville, ça c'est l'État, etc. Et le dialogue s'instaurait et très vite, les gens comprenaient qu'ils avaient été entendus. J'essayais de trouver une solution. Quand j'étais capable de la trouver, je disais, je vais vous trouver une solution, on va trouver quelque chose. Quand je n'étais pas capable, je disais, non, ça, j'arriverai pas à le régler parce que on peut pas. Je ne peux pas vous raconter de mensonge, ça on ne pourra pas. Par contre, là, au milieu, on pourra peut-être améliorer les choses sans régler totalement le problème, mais on pourra améliorer les choses. Et les gens étaient contents. Ils disaient, ok, on a été entendus. Parce que si vous leur racontez des fables, les gens ne sont pas idiots. Ils sont bien en train de nous vendre des sornettes. Ils savent très bien que le maire n'est pas un magicien. Donc, ce qu'ils veulent, c'est être entendus, être écoutés, être proches de leur maire. Voilà. Et moi, c'est un peu l'ambition que j'ai. Et tous les policiers qui m'entourent ont cette volonté-là. Ce sont tous des gens qui sont issus de la vraie vie, qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui sont des gens qui ont des métiers, ou qui ont exercé des métiers quand ils sont à la retraite aujourd'hui, qui ont été dans le tissu associatif niçois, et qui ont envie de faire progresser la ville de Nice. Et donc moi, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à voir ces policiers. Je les ai présentés hier en présence de Nicolas Dupont-Aignan et de Bruno Nors, le président du CNIP. Donc moi, je suis très fier de présenter cette belle équipe. Alors, il y a tous les âges, il y a toutes les expériences, il y a beaucoup de compétences diverses. Et c'est comme ça qu'on fait une bonne équipe. Parce qu'un maire, il ne peut rien faire tout seul. Un maire, c'est d'abord une équipe. Et parce que, encore une fois, la vie, c'est compliqué. Moi, dans le domaine médical, je n'ai pas de compétences particulières. Donc je suis content d'avoir à mes côtés Jean-Pierre Cassard, qui est là, chirurgien, très connu de Saint-Georges, qui a sauvé je ne sais pas combien de Niçois. Donc sur les questions de santé, j'ai Jean-Pierre Cassard qui connaît un peu le sujet quand même. Mais c'est nécessaire d'avoir, pour le maire, d'avoir à ses côtés un vrai professionnel de santé avec une vraie expérience. J'ai aussi une infirmière anesthésiste, Christine Pilon, qui est quelque part, et puis j'ai aussi Morgane, qui est une infirmière libérale, Morgane Bess, infirmière libérale. Et d'ailleurs, on a déjà évoqué ensemble le sujet du stationnement, parce que alors on demande aux professionnels de santé d'aller... on nous explique que ça coûte beaucoup moins cher de garder les patients à domicile quand on le peut. Mais, alors ce qui est vrai, bien sûr, c'est vrai, c'est beaucoup moins cher, et puis c'est beaucoup plus sympa aussi de rester chez soi que d'être à l'hôpital. Donc c'est l'intérêt commun, à la fois des patients et l'intérêt général, parce que ça coûte moins cher. Mais il faut soutenir ces professionnels de santé qui vont au domicile des patients. Que ce soit des médecins, des infirmiers, des infirmières, des kinés, tous ces professionnels de santé, ils font toute la journée, c'est du stress. Parce qu'ils sont avec leur voiture, ils ont des patients à faire, il faut qu'ils fassent tout un circuit. S'ils ne viennent pas, parfois c'est la seule personne que le patient voit dans la journée. Il faut imaginer ça, parce qu'il y a beaucoup de solitude. Donc il faut absolument qu'ils aillent voir leurs patients pour des raisons de santé, et puis, parce que, encore une fois, les patients les attendent avec beaucoup de force. Il faut les aider à stationner dans cette ville. Et ça, c'est un problème qui n'a pas été réglé. Il faut qu'on trouve une solution pour faciliter la vie de ces professionnels de santé qui rendent des services incroyables. Et même si ça coûte de l'argent à la ville, tant pis, on fera quelque chose, mais on trouvera la solution pour aider ces professionnels de santé à aller aider les patients à rester chez eux, à se faire soigner chez eux. Voilà, je ne veux pas être trop long, j'ai déjà beaucoup parlé, mais j'aurais peut-être laissé la parole à Denis, qui est notre hôte ce soir, et lui dire voilà, un peu de tout ce qu'il pense de cette situation-là, si tu veux bien. Donc je suis content de vous accueillir dans la clinique, je vous remercie d'être venu. Et donc j'espère qu'on aura une grosse surprise au premier scrutin. Tous les espoirs sont permis, tu as fait une belle campagne, il y a une bonne écoute des Niçois. Moi j'ai fait tout ce que j'ai pu sur les réseaux sociaux avec ma grosse activité ici qui m'a empêché d'être j'étais au cul de tes réunions et j'en suis vraiment navré et contrit, mais c'est le temps qui m'a manqué. Donc, je te remercie d'avoir rappelé l'historique. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis en 2 mots. La clinique Mozart était une clinique de chirurgie ambulatoire conventionnée sécurité sociale qui faisait 2200 interventions
de chirurgie sécurité sociale, dont 1300 cataractes, de la gynéco, de l'ophtalmo, de l'ORL, de la stomato, de la phlébologie, et puis tout d'un coup, l'ARS de Marseille décrète il y a une pléthore d'offres chirurgicales dans les Alpes-Maritimes. Une clinique doit disparaître, laquelle? La clinique Mozart. Pourquoi? Parce que c'est la plus petite clinique des Alpes-Maritimes. Ce qui était faux, c'est vrai, on était une clinique de chirurgie ambulatoire. Strictement ambulatoire, ce que tous les ministres de la Santé successifs demandaient, parce que c'est générateur d'économie. Et donc cette clinique, je l'avais reprise en 1995, et on a eu de cesse que de la rénover de A à Z, et on a réussi à avoir un établissement performant qui n'était même plus endetté, qui avait 19 salariés et qui a été certifié le 5 septembre 2018 par la HAS, la Haute Autorité de Santé, une émanation du ministère de la Santé, au niveau A, le niveau de certification le plus haut qu'une clinique puisse obtenir, que peu de cliniques arrivent à obtenir, ce qui signifie que les visiteurs de l'HAS ne viennent plus que tous les 6 ans au lieu de tous les 4 ans, et fort de ce bon résultat, je le dis, l'ARS n'osera jamais retirer les autorisations de la clinique. J'ai écrit 15 lettres à Macron sans réponse, une lettre au Premier ministre sans réponse, 15 lettres à Agnès Buzyn sans réponse, des lettres au directeur de l'ARS qui me disait « Je ne peux que vous confirmer que le 31 décembre 2018, on va vous retirer vos autorisations ». Je lui disais « Oui, mais j'ai 19 personnes, vous n'avez quand même pas à m'obliger à licencier 19 personnes ». Mais que voulez-vous, nous sommes dans notre rôle dans la régulation de l'offre de soins, et on va appeler ça un dommage collatéral. Voilà, donc j'ai licencié 13 personnes, j'ai pleuré ce jour-là, ce n'est qu'un dommage collatéral de la régulation de l'offre de soins. Alors, bénéfice pour l'État. Alors là, je me le demande, puisqu'ils ont 13 chômages à payer, pendant pour certains 2 ans et 3 ans pour ceux qui avaient plus de 51 ans. Et puisque on faisait 1,2 million de chiffre d'affaires de sécurité sociale, ici avec nos cataractes, etc., ce 1,2 million, il ne me le donne plus, mais il le donne à la clinique Saint-Antoine à côté, qui a récupéré nos praticiens. Donc économie pour l'État, 0. Après, on avait à peu près 30 000 € de charges sociales tous les 15 du mois. On ne le donne plus, ils sont au chômage. Donc le bénéfice pour l'État, c'est une perte. Et surtout pour les Niçois, c'est la perte d'un centre de chirurgie ambulatoire exclusive de très haut niveau. On faisait dans des chambres, parce que c'était une ancienne maternité, on avait récupéré toutes les chambres. Nos box d'ambulatoire étaient des vraies chambres. Et le petit papy qui venait faire ça avec la cataracte, ou la petite mamie, elle était dans une vraie chambre avec un vrai matelas, un vrai oreiller, des vrais draps, des vraies couvertures. Pas comme dans les centres d'ambulatoire à côté où on est sur un brancard avec un bout de papier. Donc, on avait une offre de chirurgie ambulatoire de qualité. J'ai fait savoir ça à notre maire, M. Estrosi. Je lui ai écrit 15 lettres, sans réponse. La dernière lettre, c'est le 23 décembre, le jour où j'ai licencié mon personnel en pleurant. Je lui ai dit « Faites quelque chose, dites à l'ARS de prolonger mes autorisations, tout est encore possible, je réembauche mon personnel tout de suite. » Il ne m'a pas répondu. Pourtant, j'avais son mail personnel, donc c'est atterri sur son mail, voilà. Donc ça a été un gros déchirement, il ne m'a jamais reçu, Macron ne m'a jamais répondu. Je suis allé avec mon personnel à Brégançon, au port du fort de Brégançon, on ne m'a pas reçu, j'ai laissé une lettre, on ne m'a pas répondu, Brigitte Macron, 3 lettres, on ne m'a pas répondu, la ministre du Travail pour dire il va y avoir quand même 19 emplois menacés, elle ne m'a pas répondu, le Premier ministre ne m'a pas répondu, personne ne m'a répondu, c'était l'omerta totale. Donc je pense, sans vouloir faire de paranoïa, que peut-être c'était un lobbying et qu'on voulait récupérer. J'étais devenu gênant parce que chaque année je faisais 100 à 150 interventions de plus et que des cataractes, et que ça gênait certainement les voisins. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que Estrosi ne m'avait jamais reçu. Plusieurs fois, je l'ai vu passer devant chez moi, j'ai enchaîné avec lui, il faisait un jogging, et je dis « Monsieur Estrosi, mais recevez-moi, vous n'allez pas laisser mourir une clinique historique de Nice et mettre au chômage 19 personnes. » Il me disait « Téléphonez à madame, je ne me souviens plus le nom, et elle va prendre rendez-vous. » J'ai téléphoné à madame, et j'ai jamais eu de rendez-vous. Voilà. Donc,